Bonjour. Donc, je me suis fait spoiler mon titre de conférence. C'était CSS, tu peux pas test. Donc, on va parler de CSS et de test. Juste avant de commencer, essayez pas d'écrire tous les slides. C'est pas une course de rapidité d'Actilo. Si vous voulez, les slides sont déjà en ligne. Format PDF ou format web, comme vous voulez. Donc oui, on va parler de CSS et de qualité. Ça veut dire qu'en fait, on va pas essayer de chasser comment faire, de ne pas faire des bugs. Parce que ça, c'est impossible. Le CSS, on fait tous des bugs. Mais on va plutôt essayer de savoir, est-ce qu'on a des moyens de savoir s'il y a des bugs en production, s'il y a des bugs dans notre code, c'est-à-dire quels sont les process qu'on peut avoir pour s'assurer de la qualité qu'on fait. C'est vachement plus intéressant que de savoir de savoir comment on fait des bugs ou comment on les évite. Et du coup, on va mettre le doigt sur la vérité qui fâche, j'appelle ça. C'est en fait, on va devoir, pour commencer à discuter, de se mettre d'accord sur le fait qu'on écrit du CSS qui ne marche pas et que en fait, c'est presque normal. Il y a une comparaison que j'aime beaucoup qui est de Andrés Galante, qui j'ai entendu cette année à la Java One, qui dit que le CSS c'est comme un petit ourson. C'est clair pour tout le monde? Alors, CSS, c'est comme un petit ourson, tout simplement parce que c'est tout mignon. On a envie de jouer avec lui. Et puis, plus ça grandit et plus ça a tendance à vous manger vivant. Et en quelque sorte, je suis quand même vachement d'accord avec ça. Et le CSS, c'est vachement bien au début. Et puis, plus ça grandit et plus c'est difficile. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup de Andy Hume, j'espère que je n'écorche pas son nom, d'une présentation que j'adore, qui s'appelle CSS for Grown-ups, et qui dit, en anglais, donc je vous la traduis, qui dit que c'est vraiment très difficile de trouver une équipe de développement qui, à plusieurs années de développement, le CSS, c'est pas la punition, c'est pas la partie la plus détestée et la plus menaçante du projet. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une équipe, quand vous avez 3 ans qu'une équipe travaille sur un projet, c'est la punition d'aller dire, non, là, il y a des CSS à faire, qui s'y met, quoi. Et moi, je suis d'accord avec ces deux façons de voir le CSS. Le CSS, c'est difficile. Et qui je suis pour dire ça? Moi, je suis développeur CSS indépendant. Je sais produire du CSS maintenable. En tout cas, moi, je sais maintenir mon propre code CSS. Et j'en suis déjà pas mal fier. Mais ça ne suffit pas dans la vie de tous les jours de savoir écrire du code CSS par soi-même. Donc, l'étape que j'essaie de franchir actuellement, c'est de réussir à faire du code CSS qui soit maintenable par 12 développeurs front. C'est ce que actuellement j'essaie de faire chez Sysplay. Et pour faire du code maintenable pour 12 développeurs front, il faut comprendre un peu ce que c'est la vie d'un intégrateur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre d'accord sur le fait que quand on va coder du CSS, on va faire des bugs, qu'on est sans filet quand on fait du CSS et qu'on ne peut pas tout prévoir. Donc j'ai pris l'exemple d'un bug typique qui vous permet de faire 18 allers-retours Jira. C'est un bug romancé d'un bug existant qu'on a eu. Et le but, c'est vraiment de se mettre d'accord sur le fait que le CSS, c'est pas simple. Donc, dans notre exemple, on fait une application mobile qui a pas grand-chose sur sa page d'accueil. Elle a un titre. Et elle a 5 news visibles. Et ce titre, vous avez vu, il y a une petite ellipse à la fin, et c'est 3 petits points qui disent « Ah, le titre est un peu long, alors pour pas casser le design, je l'ai coupé. » Et ces petites ellipses, elles sont dues à cette dernière règle de notre code CSS, on s'en fout un peu du reste, qui dit text overflow ellipsis. Cette règle magique va rajouter les 3 petits points de notre header, et là, tout est parfait. Sauf que le client a décidé d'ajouter un menu hamburger, c'est-à-dire ce petit menu à 3 traits qu'on rajoute à gauche du titre, et qui va nous permettre d'afficher le menu. Sauf que quand le développeur a choisi de rajouter ce menu hamburger, il a enlevé cette règle overflow hidden, qui n'avait pas trop bien compris à quoi ça servait. Il l'a enlevé, ça marche, tout le monde est content, mais on n'a plus l'ellipse. Donc en fait, on a cassé l'ellipsis en enlevant l'overflow hidden. Ça, en même temps, c'est un peu la faute de l'intégrateur. Il n'y a rien qui montre que ces deux propriétés, text overflow et overflow, étaient liées. Donc, l'intégrateur corrige, il crée une classe ellipsis, en regroupant toutes les propriétés qui avaient pour but d'être ensemble, c'est-à-dire overflow, text overflow, mais aussi white space. Il ne fallait surtout pas toucher white space, sinon on cassait l'ellipsis. Comme ça, c'est clair. Quand on veut faire un ellipsis, on utilise cette classe, ça marche. On explicite la relation entre 3 propriétés et on a corrigé. Du coup, le header, lui, a quelques propriétés en moins, mais ça marche. Jusqu'au moment où un développeur
pour une raison X ou Y, rajoute un display inline block sur le header, et l'ellipsis, ça ne marche pas sur l'élément en ligne. Bon, en même temps, on ne pouvait pas le deviner non plus, qu'il y avait un rapport entre display et text overflow. Bon, la première fois, ça a marché, on recorrige de la même manière. On va forcer le display block dans ellipsis. Et ça, c'est bien, parce qu'on explicite les relations entre ces 4 propriétés, sauf qu'on ne voit plus 5 news. En fait, on n'en voit plus que 3, on a tout recassé à la home, parce que, en fait, les home items, ils utilisaient aussi ellipsis, mais c'est des displays flex. Donc, en forçant le display block, on a surchargé le display flex, et on a de nouveau cassé notre home pour une histoire d'ellipsis. Le client commence à en avoir marre. Donc on se dit, bon d'accord, alors on va enlever le display block d'ellipsis ou le forcer dans home item, comme ça, bon là il n'y a pas de solution technique, on va juste espérer, on va se baser sur la bienveillance de chaque développeur, jusqu'au jour où quelqu'un rajoute World Wrap Break World. Ça veut dire tout simplement qu'en gros si le mot est très long et que tu ne peux pas le mettre dans une ligne, tu le coupes en deux. Quand vous faites des sites en allemand responsive, c'est très pratique. Ça n'a rien à voir avec l'ellipsis, soyons d'accord. Mais sous IE10, ça casse l'ellipsis quand même. Donc, par ce bug qui nous a fait faire 4 bugs à rebond, à chaque fois qu'on veut corriger quelque chose, on casse autre chose, et on a tous les exemples de la complexité du CSS. C'est qu'en fait, le CSS, c'est très vaste. C'est en fait plus de 500 propriétés maintenant qui sont soit déjà spécifiées, soit en cours de spécification. Et ces propriétés, on peut en enchaîner une infinité dans un sélecteur et on peut enchaîner une infinité de sélecteurs dans notre projet. Alors, infinité, vous me direz, c'est un bien grand mot. Infinité, c'est grand, quoi, alors qu'un projet, c'est tout petit. On n'en fait pas une infinité non plus. Mais quand on prend les cas pratiques, le monde, par exemple, s'y approche tout doucement à l'infinité. On est déjà à presque 10 000 déclarations. Et chaque propriété a des relations entre elles qu'il faut réussir à prévenir, à prévoir. Une autre complexité, c'est le HTML. Parce que oui, on a une infinité de sélecteurs de CSS dans notre projet, mais ces sélecteurs vont s'appliquer à une infinité de nœuds HTML. Et puis chaque nœud HTML va pouvoir avoir des styles appliqués par une infinité de sélecteurs. Et en plus, un nœud HTML, il va avoir des propriétés qui vont être héritées de ses parents. Donc, si vous mettez un élément à un endroit ou à un autre d'une page, il n'y aura pas le même style. Si on reprend les mêmes exemples de sites médias, on a quand même plus de 4000 éléments HTML sur la home de 20minutes.fr. Donc, c'est impossible d'avoir une vision globale et du CSS et du HTML et encore moins des relations n carré, c'est-à-dire le nombre de sélecteurs fois le nombre de nœuds HTML. Et puis, il y a la complexité d'usage, la complexité du visiteur. C'est-à-dire qu'on a une infinité de configurations, visiteurs possibles. Oui, les appareils. On parle bien sûr des appareils mobiles. J'ai mis le lien en dessous du device detector qui est fait par Piwik. Ils ont référencé plus de 1800 appareils mobiles différents. Les consoles de jeux, ça c'est facile, on s'y attendait, les tablettes, les ordinateurs, mais aussi les voitures, les frigos, bientôt les miroirs. Vous voyez devant votre chef demain, oui, je sais, j'ai corrigé l'affichage du frigo, mais j'ai cassé le miroir, attends, je refais des tests. Les OS, qui sont toujours plus grands, les navigateurs, les extensions. Et puis chaque 6 semaines, il y a une nouvelle version de Firefox et de Chrome. C'est-à-dire qu'avant, on savait, oui, ça c'est un bug IE11, ça c'est un bug IE12, c'était facile. Mais maintenant, on ne peut pas suivre tous les nouveaux bugs insérés dans chaque version de navigateur qui sort. Et encore moins, surveiller tous les bugs qui sont corrigés dans chaque version qui sort. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des corrections de bugs pour Firefox 46 et Chrome 19 dans votre codebase. Vous n'allez surtout pas y toucher parce que vous ne savez pas vraiment à quoi ça sert, mais là, ça marche. Et puis bon, on parle de complexité du CSS, de la complexité du HTML, de la complexité du navigateur, mais il y a une complexité bien plus forte qu'on oublie là-dedans. C'est la complexité humaine. Finalement, quand même, le CSS, c'est un code de programmation, c'est-à-dire qu'en fait, on écrit quelque chose pour la machine, mais d'une manière lisible par les humains. Ça me fait beaucoup penser à une présentation de GitHub, qui est la présentation, c'était le sujet comment on a fait pour rendre GitHub performant. Donc, c'est une présentation qui doit faire 150 slides, quelque chose comme ça, qui est technique, mais au milieu, il y a ces 2 slides sur la complexité humaine. Et en fait, tout le monde a oublié toute la partie technique, puisque ces slides apportaient vraiment un œil nouveau sur la problématique du CSS.
Ça, c'est toutes les personnes à GitHub qui sont amenées à toucher le CSS à l'époque de la présentation. Et ça, c'est toutes les personnes qui connaissent vraiment CSS. C'est-à-dire que oui, le CSS c'est quelque chose de compliqué, on n'a pas envie de tous s'y mettre dans une équipe, mais tout le monde va y toucher à un moment ou à un autre. Et on va devoir faire que notre CSS soit explicite pour des débutants ou des moins avancés, et on va avoir des moins avancés qui vont écrire du code qui est peut-être pas aussi bien formaté, réutilisable que le code écrit par les avancés. La conclusion que j'aimerais qu'on partage tous ensemble aujourd'hui, c'est qu'on peut y mettre autant d'énergie qu'on veut sur notre CSS, mettre la qualité qu'on veut, on ne s'assure pas un niveau de qualité. C'est-à-dire que notre code il peut être parfait, et ben, on n'y touche plus pendant un an, on embauche de nouveau, et ben, il y aura des bugs en prod au bout d'une semaine. Et c'est sûr, parce que on voit qu'il y a une très forte complexité d'interaction entre les propriétés, qu'il y a 500 propriétés, il y a HTML, il y a le navigateur, il y a l'humain. Donc, on ne peut pas dire un niveau de qualité. Il nous faut des outils pour nous dire où, quand on va faire une boulette. Qu'est-ce qui se passe côté des autres langages? Si on assume que CSS est un vrai langage, et ben, pour les autres langages, ce n'est pas vraiment un problème. Il y a les revues de code. On fait des revues de code de tout ce qu'on veut rajouter du code sur un projet JavaScript, PHP, Java ou autre. On va partager notre code avec les collègues qui vont le revoir et le valider. Il y a les tests unitaires, c'est-à-dire qu'on va prendre notre code, on va l'isoler, on va voir s'il est conforme à notre spécification, et puis comme ça on saura protéger notre code de toute altération. On va aussi avoir des tests fonctionnels qui vont nous permettre de dire, d'accord, mon application elle sert à ça de bout en bout, je vérifie que pour l'utilisateur, ça fait toujours le job. Puis on a aussi l'analyseur ça passe, de code statique, ce qu'on appelle un linter, qui sert tout simplement à dire « Ah, attends, tu as défini une variable là, je pense que vu qu'elle ne sert pas, c'est que tu voulais la supprimer. Attention, il faut l'écrire en camel case, attention, c'était des espaces et pas des tables. » Qui va nous permettre en fait de prévenir quelques erreurs, que ce soit interface homme-homme ou interface homme-machine. Donc ça fait plusieurs fois. Hop. Nous, chez Sysplay, on a essayé d'assurer la qualité petit à petit, et ça commence tout doucement, hein. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 tests unitaires et plus de 2300 étapes de tests fonctionnels. Donc oui, côté fonctionnel, côté JavaScript, on est quand même vachement rassuré que le site continue de marcher. Côté CSS, un peu moins du coup. Et puis, à chaque fois qu'on fait une PR, à chaque fois qu'on veut faire une modification de code, ça passe par la validation de tous les collègues. Et puis, on a ce qu'on appelle l'intégration continue qui va valider qu'avec nos modifications, on a toujours le test unitaire fonctionnel, le lint, qui passe. Donc c'est hyper rassurant. Donc, est-ce qu'on peut tester du CSS? Finalement, on arrive bientôt au sujet de la conf. Eh bien, les revues de code, c'est bien. Faisons-le aussi pour le CSS. C'est très pertinent pour trouver la plupart des erreurs. Et puis, là, que vous connaissiez le CSS ou pas, je veux dire, quand on regarde un diff comme ça, c'est clair pour tout le monde où est l'erreur. C'est clair. Évident. En fait, non, parce que le CSS, c'est pas algorithmique, c'est pas logique. C'était trop rapide. Ah, je laisse un peu. En fait, non, parce que le CSS, c'est pas algorithmique, c'est pas logique. On ne peut pas suivre un schéma de pensée en lisant notre code. Ah, dans ce cas-là, je fais ça, mais dans ce cas-là, je fais ça, et du coup, je me lis à ça. Non, c'est une suite de propriétés qui ont sûrement une interaction avec elles, qui permettent d'avoir des sélecteurs, qui permettent de sélectionner HTML, qui n'est pas là d'ailleurs. Souvent, elles sont imbriquées dans les media queries, comme on voit en haut. Donc, elles surchargent elles-mêmes le style de desktop pour le mobile. Donc, si on n'a pas tout le style desktop, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans la media query. Donc, non, une différence de code, ce n'est pas lisible en CSS par défaut. C'est très difficile. Donc, comment on va faire pour faciliter la revue de code du CSS? Tout simplement faire des bilans automatiques, déjà. On peut commencer par une chose très simple, c'est de dire, eh ben, on a des machines qui font du boulot, est-ce qu'elles ne pourraient pas nous sortir des bilans? C'est-à-dire, par exemple, dire, hey, tes tests fonctionnels, ils plantent, et je sais qu'ils plantent que sous Edge 14. Ou alors dire, hey, j'ai testé différentes résolutions, à partir du moment où c'est une résolution mobile, tes tests fonctionnels ne marchent plus. On a aussi un truc qui est très bien, qui s'appelle la différence de visuel. C'est un truc qui existe depuis très longtemps. Je fais une PR, il me dit, ok, c'est bon, parce que j'ai 8 pages qui ont été modifiées, et l'auteur de cette modification a revu les 8 pages et a dit, c'est tout normal, manuellement, c'est tout voulu.
Et nous, en tant que relecteur de la pull request, on peut aller voir les différences et valider si ça nous paraît cohérent également. Tout simplement, le logiciel va prendre des photos avant, photos après, et va voir si c'est pareil ou pas. On va aussi isoler les développements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours développer sur toute la stack, tout le site. Donc, on va faire un guide de style. Le guide de style, ça va nous permettre de documenter tous nos composants à part, séparés du site. Ça a deux utilités, ça améliore la communication avec les designers. C'est-à-dire que les designers, quand ils vont vouloir faire une nouvelle maquette, ils vont aller voir sur le guide de style, ils vont voir les composants qui existent déjà et les réutiliser pour faire leur page. Ça améliore aussi la communication avec les développeurs qui vont pouvoir dire hey, je reçois une maquette, il y a un bouton jaune, je sais comment faire un bouton jaune, j'ai juste à aller voir le guide de style, voir le bouton jaune et je vois le code. Donc c'est très bien, ça permet d'avoir un langage commun, ça ressemble à ça. On va voir par exemple, je veux un avatar, je vais sur avatar, je vois toutes les déclinaisons de l'avatar. Si je dois faire une maquette, j'utilise un qui existe. Si je dois développer, je regarde celui qui est utilisé et je regarde le code qui est utilisé pour le faire. Mais surtout, si on a un guide de style, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un bac à sable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier des éléments et pouvoir les tester et tester toutes leurs variantes sur une seule page et voir qu'on a bien le rendu qu'on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait un nouveau bouton bleu qu'on n'a pas cassé les boutons jaunes et que si on a rajouté un icône dans les boutons jaunes, on n'a pas cassé les boutons qui n'ont pas d'icône, ainsi de suite. Finalement, ça va ressembler de manière très proche à nos tests unitaires, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un bout de code séparé et on va valider que ça fait toujours le job pour lequel on l'a créé. Et puis, on va pouvoir faire des régressions visuelles sur nos pages de composants. Donc, on va pouvoir dire, écoute, tu as fait des modifications, mais il y a deux composants qui ne s'affichent pas pareil. Est-ce que tu pourras les valider pour me dire si c'est volontaire? Il y a un seul bémol sur toutes ces techniques-là, c'est qu'elles n'existent pas vraiment, mais que pour nous, quand on voit l'avenir, quand on veut développer sur Sysplay, c'est vers là qu'on veut tendre. C'est-à-dire qu'on veut avoir cette sécurité de dire quel est l'impact du code qu'on est en train de faire. Du coup, si je précise tester du CSS, oui, mais aujourd'hui, quel que soit votre projet, voici ce que vous pouvez faire. D'abord, pour améliorer la lecture du code, utilisez un linter. Un linter, ça a 0 ou proche de 0 en termes de coût d'installation. Je vous mets l'exemple de celui que je préfère, c'est stylelint.io. Stylelint, ça vous permet de linter du CSS ou du SCSS, comme il y a beaucoup de gens qui sont sur SAS déjà. Et ça va vous permettre d'avoir un formatage commun, c'est-à-dire que ça va vous permettre de dire je veux des espaces après les deux points, je veux des sauts de ligne entre chaque propriété, je veux un point virgule même à la dernière ligne, je veux pas de spécificité plus forte qu'un tel chiffre pour nos sélecteurs. Ça va permettre d'avoir une validation automatique avant d'avoir la validation manuelle. Si je vous montre un exemple de sortie d'un linter, par exemple, ça nous dit hey, votre couleur n'existe pas, ou là là, ce sélecteur il est bien trop compliqué, on avait dit qu'on n'utilisait pas de PX sur ce projet, ou alors, attention, il faut mettre un espace après la virgule. C'est configurable. Donc, vous pouvez commencer par les règles les plus simples, avant de mettre la spécificité des sélecteurs. Et au moins, ça permet d'avoir quelque chose de propre quand vous demandez la relecture de vos codes à vos collègues. C'est bien surtout que maintenant, il y a des options de fixe, des options de formateur. Donc, Stylelint, c'est à ses débuts, mais il y a des outils comme Prettier qui permettent non pas de vous dire qu'il y a une erreur, mais de vous corriger les erreurs dès qu'il voit que c'est corrigeable. Alors, pour la couleur, là, il ne saura pas quoi faire, mais par exemple, les codes couleurs, c'est par convention en minuscules, qui permet que si vous recherchez une couleur pour savoir où l'utiliser, eh ben, si jamais vous faites une recherche case sensitive, ben, vous voyez vraiment où c'est utilisé. Sur Sysplay, on a créé notre propre linter, c'est quelque chose qu'on appelait le BEM linter. Il est en open source, il est accessible sur le GitHub, là en dessous. Ça va valider la syntaxe BEM. Alors la syntaxe BEM, c'était pas très compliqué, on va valider que tu ne mets pas 3 underscores, on va valider que tu ne mets pas 1 underscore, mais surtout elle va valider l'isolation des composants. La règle qu'elle applique, c'est de dire, d'accord, j'ai un composant, qui est par exemple le button icon, c'est l'icône d'un bouton, et bien ça veut dire qu'il doit être dans le fichier button. Quelle que soit votre méthodologie, c'est quelque chose qui peut être appliqué. Du coup, la règle, elle dit, toutes les classes qui commencent par button doivent être dans le fichier button, et toutes les classes qui sont dans le fichier button doivent commencer par button. Si cette règle est appliquée, je sais que si je veux changer un composant, tout ce que j'aurais besoin de toucher
est dans le fichier button. Par exemple, on a une classe userLabelFullName qui est incohérent avec le fichier appHeader. Du coup, il s'attendait plutôt à un nom de classe qui commence par appHeader. Et ça nous dit, attention, BEMLinter a détecté une nouvelle erreur. Attention, petit retour d'expérience sur la mise en place de validation de code. C'est-à-dire que votre code, il ne va pas être parfait dès le début. Donc il faut faire attention à soit mettre des règles très basses au début pour pouvoir au moins dire, bon, bah, au moins ce ne sera pas pire. Et puis tout doucement essayer de faire une amélioration continue. Mais ne pas faire un gros changement et essayer de tout corriger d'un coup, ça va être impossible à valider que vous n'avez pas fait de bêtises. Nous, ce qu'on a choisi avec le BEMLinter, c'est qu'en fait, quand vous mettez en place le BEMLinter, on fait un snapshot de toutes les erreurs du projet. Et on dit, d'accord, là, tu as 847 erreurs sur ton projet. On était à peu près là quand on a commencé. Et j'accepterai pas de 848e erreur. Et si tu en as corrigé une, on ne t'autorisera pas à la défaire plus tard. Et on est plutôt gentil. Si tu en corriges 3 et que tu en mets 2, on dit que tu as fait quand même du bon job. Ce qui fait que tout doucement, en plusieurs mois, peut-être 6, 8, on a corrigé quand même 200 erreurs de BEM. C'est lent, et on n'ira jamais jusqu'à 0, mais ça nous permet de dire, là, tu as introduit des erreurs, ou là, tu fais du bon job en termes de maintenabilité de ton code. On peut faire des tests automatisés. Les tests automatisés, sur tous les navigateurs et appareils, c'est quelque chose de facile. On a vu, si vous étiez là pour la conf du Bon Coin, eux, ils utilisent SauceLab. Moi, j'utilise BrowserStack. C'est un outil SaaS qui vous permet de tester votre code sur tous les navigateurs, toutes les versions de navigateurs. On peut tester Chrome 48, Chrome 49, Chrome Nightly. Vous pouvez essayer plusieurs versions d'OS. Donc, vous pouvez prendre, moi, je veux i11, mais sur Windows 7. Vous pouvez tester également de vrais appareils. Donc, vous pouvez dire, moi, je veux un iOS, et vous aurez un vrai iOS dans leur serveur qui va passer vos tests. Ça, c'est quelque chose qui existe, mais ce n'est pas forcément le plus simple à mettre en place pour... Ah ben non, c'est pas ce slide-là. Mais en plus, vous pouvez, si vous faites des tests fonctionnels qui passent sur vos tests multimédia, vous pouvez rajouter des détails de tests de visibilité, de design. C'est-à-dire, tout simplement dire, je clique sur un bouton, avant de cliquer dessus, vous pouvez voir s'il est visible, s'il est dans la fenêtre, s'il est coupé, s'il dépasse du parent. C'est des petits détails, vous pouvez très facilement en trouver des boîtes utilitaires qui font ces tests-là, et vous pouvez du coup valider que votre site n'est pas seulement fonctionnel pour un robot qui sait ce qu'il fait, mais aussi qu'il est fonctionnel d'un point de vue utilisateur, c'est-à-dire que quand vous interagissez avec quelque chose, il est visible. Par contre, c'est très long à mettre en place. Si vous commencez à vouloir tester tous les IE, toutes les Windows et ainsi de suite, tous les iPhones, iPad, avant de valider un changement de code, ça va être très compliqué. Nous, on en est déjà avec tous nos tests à 45 minutes de validation d'une paire sur un navigateur. Donc, on n'est pas du tout parti là-dessus. On est parti sur le fait de dire, d'accord, on ne va pas te bloquer un changement de code parce que tu n'as pas validé sous IE11 ton code. On va se dire qu'on va te laisser passer, mais par contre, toutes les nuits, on va faire les tests IE11. Du coup, on saura si un matin on se réveille et que les tests IE11 pètent, on va se dire, entre hier et aujourd'hui, on a fusionné, on a accepté un changement qui n'est pas correct. Mais c'est quelque chose qu'on va essayer de généraliser. On va essayer de généraliser, par exemple, sur les iPads, sur les iPhones, qui sont très difficiles. Les Safari iOS, c'est quelque chose qui est très chatouilleux, on va dire. On fait vite une bêtise pour lui. Si on continue comme ça et qu'on a tous nos tests qui passent sur iPhone et sur iPad la nuit, ce sera un gros gain en filet de sécurité. Enfin, j'ai parlé d'outils de régression visuelle. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. En dessous, il y a un PDF qui est un résumé de tous les outils qui existent. Il existe des open source, des payants, des qui marchent sur un navigateur, sur plusieurs navigateurs. Mon petit chouchou en ce moment, c'est Percy. C'est un qui est assez récent. Il a un intérêt qui se plug sur votre GitHub et il fait exactement ce que je vous ai montré dans les screenshots. C'est-à-dire qu'il va faire des screenshots et il va vous dire il y a tant de pages qui changent, va valider les modifications. C'est super. Par contre, il va falloir avoir fait quelques démarches avant de pouvoir le mettre en place, puisqu'il faut du contenu statique.
C'est-à-dire, si vous faites un screenshot il y a une semaine et maintenant et que vous le comparez, vous devez avoir exactement le même contenu. Sinon, il va vous dire aïe, 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 c'est pas la même chose. Donc, déjà que vous prépariez une version de votre site dont le contenu ne bouge pas. Ensuite, il y a un problème souvent de design, c'est que la plupart de ces outils-là passent sur qu'un seul navigateur. Alors que si on fait de la régression CSS, le but c'est justement d'aller tester les navigateurs que nous, on ne teste pas régulièrement. Et enfin, le pire des problèmes, c'est qu'il fait les tests sur les pages entières. Donc on l'a mis en place dans l'équipe de P8 à une époque où on était beaucoup à développer tout le temps en même temps pour dire on va se mettre une petite sécurité, on va faire cet outil-là qui va nous faire les screenshots et qui va nous dire attention, là ça a bougé. Et en fait, à chaque modification de code, on avait plusieurs pages qui étaient modifiées. Il suffit que vous modifiez quelque chose dans le menu ou dans le header, dans le logo, dans les couleurs, dans les polices, dans des marges, et bien finalement toutes les pages du site changent. Et puis il y a des pages qui font des tableaux de bord. Alors dès que vous prenez un élément qui est souvent réutilisé, donc dans Piwik ça va être les widgets, mais si sur Sysplay qu'on a beaucoup de tuiles, si on commence à modifier la tuile, on sait qu'on va exploser toutes les pages d'un coup. Ce qui se passe, c'est que la première fois on va le voir, la deuxième fois on va le voir, puis la troisième fois on valide tout, et puis personne ne va y voir. Donc, c'est humain. Donc c'est pas une solution pérenne d'aller photographier votre site pour voir s'il y a quelque chose qui change ou pas. Par contre, ce qui serait une meilleure idée, c'est d'aller valider nos tests unitaires, d'aller valider notre guide de style. Mais encore une fois, ça rajoute une étape, c'est-à-dire qu'il faut créer un guide de style et le maintenir. Mais dans ce cas-là, on aura quelque chose de pérenne, c'est-à-dire qu'on a déjà du contenu statique dans un guide de style. Et surtout, quand on change un composant, on modifie que la page du composant. Il y a des exemples. Depuis cet été, c'est des choses qui se font. Percy, c'est le logo de gauche. Storybook, c'est un guide de style qui est spécifique pour React. Là, je vous ai mis en lien un article de blog qui le fait. Je sais que Shopify est très actif sur ce domaine-là actuellement. Si je fais une conclusion, je vais parler très très vite apparemment. Si je fais une conclusion, ajouter des linters, ça a peu de coûts et ça a un gros gain en termes de temps de revue de code, puisque la plupart des erreurs vont être vues par la machine au lieu d'être vues par l'humain. C'est quelque chose que vous pouvez commencer avec des règles très basses pour vous assurer que vous ne faites pas d'erreur. Et puis, à chaque fois que vous avez marre chaque fois que vous rencontrez un bug, à chaque fois que vous prenez du temps parce qu'il manque un point virgule sur la revue, eh ben, rajoutez la règle dans le linter, rajoutez l'autofix s'il y est, et vous allez gagner du temps au fur et à mesure. Ajoutez des TF, des tests fonctionnels, c'est très important. Même un seul, commencez par un seul, c'est très facile. Au moins, vous assurez que votre site il tourne toujours. Et si vous avez un TF, vous allez pouvoir commencer à dire, ok, quand j'arrive sur ma page d'accueil, qu'est-ce qui est important? Je veux que la personne voit le bouton pour se connecter. C'est ce que la plupart des gens vont faire quand ils arrivent sur la page d'accueil. Il faut que ce soit visible. Ça, c'est du test déjà visuel. Et vos TF, ça a très peu de coûts. Une licence BrowserStack ou SauceLab, c'est quand même assez négligeable par rapport à votre business. Du coup, vous pouvez les faire automatiquement, des tests sous IE11, sous iPhone, sous iPad, sous Linux, macOS. Automatiquement, une fois que vous avez les tests fonctionnels, vous pouvez les faire passer sur BrowserStack. Enfin, si vous êtes déjà dans cette démarche et que vous voulez aller plus loin, faites un guide de style, c'est bon pour la communication et ça va vous permettre d'avoir des bacs à sable pour pouvoir modifier un composant, isoler du reste avant de le tester, avant de le lâcher dans la nature. Vous pourrez dire, d'accord, ce composant, je l'ai testé, il marche bien quand il est tout seul. Et si vous avez un guide de style, vraiment, vous êtes à un pas de faire de la régression visuelle dessus et de savoir dès que quelqu'un casse un composant. Grossièrement, la conclusion de ce que je voulais dire, c'est qu'on ne fait pas de test en CSS. C'était écrit dans le titre. Tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer la relecture de vos changements par vos collègues. Et c'est déjà beaucoup, parce que c'est important que quand vous faites une modification, vous la partagez avec vos collègues, d'avoir un regard extérieur pour vous aider à savoir si vous faites une bêtise. Mais le CSS étant pas fait pour être lu de manière facilement via une interface de div GitHub, toutes les aides qu'on va avoir sont bienvenues. Et du coup, j'ai parlé de tous les problèmes techniques, mais les problèmes humains, c'était quand même ce qui est le plus important. Bon, c'est vrai que si on commence à parler peut-être que si le rôle d'intégrateur était mieux valorisé, peut-être si on était mieux payé, alors on serait plus fort, on ne passerait pas développeur.
mais ça c'est trop compliqué, donc je me suis focalisé sur les problèmes techniques. Donc, si je peux quand même faire un petit point sur le côté humain, il ne faut pas faire d'excès de confiance quand on fait de l'intégration, que vous fassiez du CSS depuis 15 ans, ou que c'est votre première année que vous faites du CSS, ça ne changera rien, c'est pas parce que vous faites une toute petite modif que vous n'aurez pas d'impact sur tout le site. Idéalement, chaque modif, vous devriez faire un test manuel de tout le site, puisque on ne peut pas être sûr des impacts qu'on a. On ne peut pas être sûr que votre classe va cibler que ce dont là où vous vouliez, et qu'il n'y ait pas d'impact ailleurs. Il va falloir que vous mettiez sur un langage commun. Si vous n'avez pas de méthodologie, c'est très important d'en adopter une. Vous ne pouvez pas relire de code sans savoir si ça respecte un langage. C'est-à-dire que si vous faites du BEM, vous pouvez dire ah oui, d'accord, ce secteur il n'est pas bon. Mais si vous n'avez pas de règles, vous ne pouvez pas dire je ne l'aurais pas fait comme ça. Là, c'est du subjectif et ça va être compliqué de faire passer le message. Moi, mon chouchou, c'est BEM. C'est très facile à apprendre, BEM. En 15 minutes, vous avez appris les règles. C'est par contre très long d'acquérir les détails. Mais en fait, ce n'est pas important. Ça permet déjà à toute l'équipe de comprendre ce que vous faites et avec quelle démarche vous le faites. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut former aussi ceux qui ne font pas du CSS à écrire du CSS, à comprendre les propriétés de Flexbox. Flexbox, c'est pas compliqué. 1 heure, vous savez, la majorité, pour lire le code des gens. BEM, je vous ai dit, c'est 15 minutes. Il n'y a pas de raison que tous les développeurs ne soient pas formés au moins à relire le CSS des autres. Je ne demande pas à tous les développeurs de l'équipe d'être aussi productifs qu'un intégrateur. Mais je demande à tous les développeurs de pouvoir lire ce qu'a fait l'intégrateur et d'avoir un avis sur est-ce que ça respecte la méthodologie, est-ce que ça a l'air de faire ce qu'on a demandé. Parce qu'en fait, en CSS, il y a plein de façons de le faire, la même chose, mais il y a souvent une logique métier derrière comment on fait les choses. Et finalement, développer quelque chose qui marche en prod, ça paraît impossible. Du coup, assumer toutes les erreurs qu'on va faire parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de prévenir les erreurs, c'est également pas un job facile. Du coup, si vous êtes intégrateur dans vos équipes ou des intégratrices, faites-leur des câlins, dites qu'ils sont trop forts et faites l'effort de former un peu. Voilà, j'ai parlé très vite. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Sinon, si vous êtes timide, par mon tuteur et les slides sont en ligne. Et j'ai écrit un bouquin sur Flexbox. Tout petit.